François Lamy, bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes un courageux parce que les ministres délégués à la ville des précédents gouvernements, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on se demande toujours ce qui s'est passé. On a du mal à faire un bilan. Votre projet arrive demain devant l'Assemblée nationale. On va en parler, mais je voudrais qu'on commence par la politique. D'abord, est-ce que vous savez si Martine Aubry est intéressée par l'idée d'aller à Matignon? Et d'entrer, paf, le matin. Oui, parce que vous êtes toujours la question qu'on pose. Non, mais c'est important. Elle a déjeuné avec François Hollande. Oui, je l'ai vu même moi-même cette semaine. La question ne se pose pas. Voilà. Elle est en campagne pour l'élection municipale de Lille. Bon. Et puis, comme je l'ai souvent dit, elle est voilà, après les 3 ans et demi qu'elle a passé au Parti Socialiste, elle a souhaité prendre un peu de recul avec la vie politique nationale, mais elle continue à s'y intéresser. Elle dialogue avec les ministres, elle dialogue avec le président. Et pourquoi la question ne se pose pas en dehors du fait que je vous la pose? Parce que pour l'instant, nous avons un Premier ministre qui conduit le gouvernement. Moi, comme vous voulez dire que François Hollande ne lui a pas posé la question? Mais je n'étais pas au déjeuner, mais je pense que le président et Martine Aubry avaient parlé à la fois d'un dossier important quand même pour elle et pour le Nord, c'est celui de la Redoute. Et en même temps, ils ont échangé, je le suppose. Mais vous le souhaitez ou pas qu'elle joue un rôle politique plus important? Mais c'est pas Je sais qu'au réveil, comme ça, tout d'un coup, quand on vient présenter un projet important sur la ville, c'est compliqué de se faire coincer sur les histoires politiques. Mais quand même, les gens, vous lisez les journaux comme moi. Tout à fait. Mais la question, la question de savoir est-ce que tout d'un coup il y aura un jour un remplaçant à Jean-Marc Ayrault, c'est une question que se posent les journalistes, c'est une question que se posent les sondeurs. Les sondeurs d'ailleurs renvoient aux journalistes. Les journalistes. Mais vous croyez que François Hollande et Martine Aubry ne se posent pas la question? Mais la question, elle ne se pose pas actuellement. La question, c'est que le gouvernement est au travail, que nous avons une mission qui est de redresser le pays. Est-ce qu'elle manque à la gauche en dehors de ça? Mais ce que je peux vous dire, c'est que au moment où elle le jugera opportun, si elle l'estime nécessaire, elle parlera. Bon, je sais qu'elle a envie elle l'a fait fin août, puisqu'elle n'est pas directement branchée sur l'actualité, qu'elle n'a pas de responsabilité au niveau du gouvernemental, au niveau du Parti socialiste. Elle a à cœur de montrer que ce pays a des atouts. Donc elle va sortir du bois. Voilà, et donc vous verrez peut-être qu'elle a toujours eu envie de travailler avec la société qu'on appelle civile, avec les acteurs engagés. Donc oui, je peux qu'elle tout d'un coup entendre parler d'elle d'une manière plus insistante. Ce projet donc que vous allez présenter dans l'Assemblée nationale est un projet donc important puisqu'il s'agit de réduire pour mieux les aider les zones de pauvreté prioritaires en France. Alors, si mes renseignements sont bons, il y avait 2500 zones en 1987. Environ, c'est ça, oui. Et vous les avez restreints à 1300 avec une méthode informatique compliquée, mais que vous allez nous simplifier ce matin. En fait, elle n'est pas compliquée, elle est très très simple. La France est divisée en carreaux de 200 mètres de côté, donc c'est très très fin. Et à l'intérieur de ces carreaux, on va faire entrer un critère qui est celui du revenu. C'est-à-dire que lorsque dans un carreau, ou dans un agrégat de carreaux pour bien mesurer l'habitat horizontal, lorsqu'il y aura 1000 personnes, s'il y en a la moitié qui gagnent moins de 11 000 euros par an, alors à ce moment-là, l'État intervient. Alors là, on constate une concentration de pauvreté. Et c'est pas moi, en fait, qui décide qu'il y aura à l'arrivée 1300. C'est les simulations auxquelles on a procédé qui font que lorsqu'on applique ce critère, qui est un critère très, très objectif, donc voilà, on peut plus bouger les curseurs en fonction des opinions politiques, de la couleur politique du maire en place. Ça s'applique partout en France. Et à partir de là, on voit qu'on a 1300. Qu'est-ce que fait l'État? Parce qu'on a tout envisagé ces dernières années, vous le savez. Détruire les barres d'immeubles. Ça s'est fait. Dans certains cas, ça s'est fait. Ça a plutôt bien. Une fois que vous les avez isolés, ces 1300 quartiers, vous faites quoi? Après, c'est ce qui fait l'originalité de la politique de la ville. C'est un travail commun. Voilà. Donc le cadre, c'est le contrat qui est passé entre l'État et les élus, qui sera le contrat de ville, dans lequel on va mettre d'ailleurs de nouvelles opérations de rénovation urbaine. Parce qu'il y a des quartiers qui n'ont pas encore été, entre guillemets, traités. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on arrive à concentrer les politiques publiques, ce qui n'a pas été fait ces dernières années. On en a globalement fait moins dans ces quartiers en difficulté que dans les autres quartiers plus privilégiés. Donc,
Mettre plus d'instituteurs, mettre plus de policiers, c'est ce qu'on fait avec les zones de sécurité prioritaires. Lorsqu'on fait le dispositif emploi d'avenir, de flécher plus d'emplois d'avenir vers ces quartiers. Voilà, c'est ça pour moi l'objectif après, à l'intérieur du cadre qu'on s'est fixé, qui est le contrat de ville. Question, après j'aurai d'autres questions à caractère politique. Est-ce que c'est vrai que vous allez pénaliser la discrimination sur les lieux d'origine? C'est un amendement du Parlement que le gouvernement a retenu. Effectivement, c'est le 20e critère en fait de discrimination, la discrimination à l'adresse, parce qu'elle est réelle à l'intérieur de ces quartiers. Ce sera pénal. Oui, bien sûr. C'est un critère qui sera Il y a quelqu'un qui refuse un emploi parce qu'il vient d'une qu'il habite d'un quartier. Il habite un quartier, oui, ça sera maintenant... il sera possible d'aller en justice devant des tribunaux une fois que la loi sera est-ce que ce sera pareil pour les loyers, par exemple? C'est-à-dire si quelqu'un qui vient d'un quartier considéré comme sensible, difficile ou ayant une mauvaise image postule pour un loyer et qu'on lui refuse pour des raisons... si on lui refuse un logement, effectivement, parce qu'il vient d'un quartier... pénal aussi. Voilà. Ah oui. Oui, parce que c'est inadmissible. En quoi on peut juger... Vous savez, ça va faire d'une certaine manière hurler tout ça. En quoi on peut juger une personne en fonction de l'endroit où elle habite. Moi, j'ai croisé la semaine dernière, lorsque j'étais à Marseille, une jeune fille qui a fait énormément d'efforts pour se qualifier, pour se former, et à qui on a refusé plusieurs fois un travail en centre-ville de Marseille, sous prétexte... Alors, on lui a pas dit qu'elle habitait les quartiers nord. On lui a dit, vous habitez loin. Voilà. Mais elle a dit, mais moi j'ai toujours été à l'heure. Quand j'étais au collège, au lycée, j'allais au centre-ville. Je veux dire, franchement, je comprends votre indignation et la volonté de faire quelque chose. Le problème, c'est de transformer ça en quelque chose de pénal. Est-ce qu'on est vraiment obligé de judiciariser toutes les injustices? Malheureusement, face à certains comportements, oui. Parce que, vous le savez, dans ces quartiers, on a toujours tendance à dire, il y a une démission des parents, il y a ces jeunes qui traînent. Voilà. La grande majorité des parents que je rencontre à l'intérieur de ces quartiers ne se confondent pas avec la petite minorité. Voilà, ils font tout pour que leurs enfants s'en sortent. Et tout d'un coup, parce qu'ils habitent ce quartier qui finalement est pas, où on ne peut pas le réduire simplement à la petite minorité de délinquants qui se trouvent à l'intérieur. Mais vous vous rendez compte de toute la machinerie, si les gens commencent à... Enfin, si les plaintes se multiplient... ça fera peut-être réfléchir, parce que ça sert à ça la loi. Voilà, ça sert aussi à faire réfléchir ceux qui pénalisent ces personnes. Si les exemples se il y a une autre façon de le faire, c'est que on a mis en place un dispositif depuis le 1er juillet qui est un dispositif positif. Pour permettre de recruter, entre autres, des jeunes jusqu'à 30 ans. Ça s'appelle les emplois francs. Quand on prend un jeune à qualification égale issu de ces zones urbaines sensibles, alors on bénéficie d'une subvention de l'État. Donc voilà, il y a à la fois la carotte et le bâton. Question. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile pour un ministre de gauche de gérer justement les zones sensibles et la pauvreté en France que d'un ministre de l'Intérieur qui, en arrêtant une personne, se retrouve invité partout? Oui, mais ça, je le savais au démarrage. Voilà, moi, je suis passionné par ce que je fais. D'abord parce que je connais bien le phénomène urbain. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures, finalement, dans une équipe gouvernementale? C'est pas moi qui fixe les règles. Hein. Bon, voilà, il se trouve que le monde médiatique va plus vite. Le monde médiatique va plus vite. Une information chasse l'autre. Moi, le travail que je mène, il est structurel. Hein. Donc, il est forcément plus sur le moyen ou le long terme. Et vous le vivez mal ou pas? Non, je le vis très bien, la preuve, vous voyez, aujourd'hui. Non, j'ai pas de difficulté. Je sais très bien que, voilà, moi, ce que je veux, c'est in fine. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas voulu de plan d'urgence ou de plan Marshall qui n'ont jamais fonctionné dans les quartiers. C'est de pouvoir me dire, une fois que j'aurai fini mon travail, de pouvoir dire, voilà, j'ai posé suffisamment d'éléments structurants pour ces quartiers, qui feront que cette politique que j'ai entamée, elle continuera après moi. Deuxième question dans ce registre, qui est un registre donc parapolitique après le développement du plan. Est-ce que vous considérez, parce qu'on a entendu tout à l'heure Guillaume Tabar sur Radio Classique, qu'il existe quand même une différence d'appréciation ces derniers temps sur la situation entre Jean-Marc Ayrault et François Hollande? Moi, je ne l'ai pas perçu. Là. Après, un mot analysé, et puis Guillaume Tabar est un peu, j'allais dire, orienté. Bon, on connaît ses opinions, donc je lui reproche pas. Je
je constate simplement. Enfin, Non, le moi, j'ai problème, pas... c'est de savoir quelle est la réalité de leur relation aujourd'hui. Écoutez, moi, je ne suis pas dans le bureau lorsqu'ils se D'accord. rencontrent. Enfin, vous êtes ministre Moi, de ce leur que je constate, gouvernement. c'est qu'au Conseil des ministres, le n'avez jamais le senti président une sorte fixe de- des orientations, le Premier ministre les met en œuvre avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Et j'allais vous dire, mais tout ceci n'a pas d'importance. Voilà, la question n'est pas de savoir est-ce que le climat est bon une semaine ou mauvais la semaine d'après. Ah, mais c'est parce est-ce que qu'il y a une il pourrait y cohérence avoir entre... une différence d'appréciation politique, notamment Je n'en perçois sur la pas. nécessité de la Je réforme n'en perçois fiscale. pas, puisque le président de la République a confirmé la remise à plat de notre fiscalité et l'engagement du dialogue qui va être entamé par Jean-Marc Ayrault dans les jours qui viennent. Bon, donc il a précisé assez naturellement que à partir du moment où on est sur un système qui est devenu complexe, voire illisible, que ça allait prendre du temps. Voilà, toucher à la fiscalité, on sait bien, dès qu'on prend un élément, on touche l'ensemble du système. Après, Jean-Marc Ayrault a dit qu'il souhaitait pouvoir mettre en œuvre des premières mesures dès 2015, donc je ne sens pas d'incohérence dans tout cela. Un sondage donne Martine Aubry élu à 60% à Lille. Est-ce que vous considérez que c'est un bon tremplin pour elle? Vous voyez que je reviens. Je considère que c'est surtout ce sondage le fruit de son travail. Moi, j'ai vu évoluer cette ville depuis plus de 10 ans. Elle est transformée. Elle est une métropole qui est dynamique, même dans une région qui est profondément en crise. Moi, je le vois dans le Nord-Pas-de-Calais, d'ailleurs, dans la future carte de la géographie priorité, on verra ressortir de nouvelles villes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, ou voire même des villes qui vont être entièrement en zone prioritaire. Lille est une ville dynamique, à la fois dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine culturel, l'un tirant l'autre d'ailleurs. C'est ça qui est très très intéressant avec la politique de Mme Martine. Voilà, c'est que la culture devient un élément, bien entendu, du bien vivre ensemble, mais aussi du développement économique. Merci François Lamy. Donc Merci le texte est présenté à l'Assemblée nationale à partir de demain. Passez la meilleure journée possible.